Et évidemment, très tôt va se poser la question du partage de l'Empire ottoman, puisqu'il va entrer en guerre, ou on va le forcer à entrer en guerre, ce qui va se passer. Et la France va résister du mieux qu'elle peut. Alors, vous lisez, y compris des historiens excellents comme Stéphanie Razimos, qui nous manque beaucoup, qui a écrit des choses passionnantes, mais vous lisez des erreurs, y compris sous sa plume, quand il dit que la France se résigne, alors sans enthousiasme, mais se résigne en mars 1915, et c'est inexact, ce n'est qu'en septembre 1915 que la France va encore faire des tentatives pour essayer d'empêcher le partage de l'Empire ottoman. Il faut que j'avance, donc je vous donne juste une preuve de ce point de vue. En avril 1915, j'ai trouvé une lettre, je suis un très historien qui s'en soit servi, une lettre du ministre français des Affaires étrangères au ministre français de la guerre, où il dit en résumé: cette expédition aux Dardanelles, c'est formidable, on va prendre Istanbul, on va ouvrir le passage aux Russes, enfin on va pouvoir envoyer nos produits français et britanniques aux Russes qui en ont besoin, on va changer le gouvernement ottoman, et on ne va strictement rien faire d'autre. C'est-à-dire que, comme il dit, on va mettre des gens à nous au pouvoir dans l'Empire ottoman, mais on ne va surtout pas s'engager dans un quelconque partage territorial. D'accord. En fait, il veut utiliser la victoire qu'il espère aux Dardanelles comme un moyen de couper l'herbe sous le pied des Russes et de leur dire: écoutez, on vous aime bien, mais c'est grâce à nous que vous n'êtes plus asphyxiés par la fermeture des détroits, c'est grâce à nous qu'un belligérant entier a quitté la guerre, donc ne venez pas nous embêter à demander de prendre les détroits que nous occupons. D'accord. Donc on va mettre des amis à nous dans les ottomans, ils seront gentils, mais ne cherchez pas à prendre Istanbul, Erzurum ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on appelle le détroit, c'est ce qui c'est la bataille de Dardanelles. Le Bosphore et les Dardanelles. Voilà, donc Çanakkale Savaşı, on appelle ça en turc, hein, d'accord. Exactement. Alors, je passe parce que vraiment, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il va y avoir les fameux accords Sykes-Picot quand la France s'est résignée, d'ailleurs qui ne sont pas les frontières actuelles. Ça prévoit une Syrie intégrale pour la France qui englobait Mossoul, donc au nord de l'Irak. Ça va être modifié ensuite. David Lloyd George va tromper Clémenceau en décembre 18, je passe. Donc, n'exagérons pas la présence de Sykes-Picot, ça n'a pas été appliqué tel quel. D'accord. Et, quand même quelques mots sur la fin de la Première Guerre mondiale. En 1917, encore en 1918, la France va tenter une paix séparée avec l'Empire ottoman. Elle l'avait tenté en 1915, elle le tente encore en 17-18. D'accord. Avec cette idée de dire, écoutez, maintenant, le régime tsariste s'est effondré en Russie, la Russie n'a plus d'ambition contre vous, ce qui vous a poussé à entrer en guerre n'existe plus, signez la paix, nous vous laisserons l'Empire en tout cas tel qu'il est. Ça va pas réussir pour tout un tas de raisons sur lesquelles je passe, mais quand même, la France a essayé ça. Il y a toujours en fin de compte, c'est devenu autant à la base dans les années 1800, enfin 1700, 1800, c'était donc le grand frère turc. Maintenant, le rôle s'est inversé, c'est le grand frère français qui vient essayer d'apporter son aide à la Turquie. Exactement. D'accord. Exactement. Et juste une précision là-dessus, parmi ceux qui vont essayer d'obtenir cette paix séparée, on va trouver Berthe-Georges Gaulis, journaliste qui va soutenir les Turcs pendant la guerre d'indépendance. Ouais. On va trouver Auguste Sarrou qui va s'occuper de l'évacuation française d'Adana, dont je vais parler. Ouais. Et on va trouver Maurice Bompard, ancien ambassadeur à Istanbul et futur négociateur à Lausanne. D'accord. La boucle est bouclée là, c'est bon. Exactement.